Bonjour à tous, merci à notre masterclass un petit peu particulière Pardon. puisqu'elle est sur le thème de l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, alors tout d'abord, avant de commencer, si vous pouviez fermer vos micros, ça serait vraiment super pour éviter un petit peu le bruit. Et à part nos invités, fermez vos caméras afin qu'on ait un flux Internet le plus large possible et qu'on ait une qualité de retransmission euh, euh, maximale. Voilà. Alors, merci pour ceux qui ont coupé le micro et la caméra. Donc, comme je voulais vous dire, c'est une un petit peu particulière puisque on va avoir surtout des témoignages et parler entre autres d'entrepreneuriat. Et on a la chance d'être entouré d'entrepreneurs, donc ils vont pouvoir répondre à vos questions, puis des entrepreneurs à succès et qui ont eu des parcours de vie assez complets et larges et qui nous intéressent tous. Et on a pris le volet de l'entrepreneuriat avec 2 points qu'on va un petit peu surligner. Voilà, qui est le private equity, qui est très important pour les entrepreneurs, puisque souvent on vient chercher de l'argent. Euh, et là, entre autres, les fusions-acquisitions, puisque c'est aussi une étape de la vie. Et puis certains d'entre vous, nos étudiants, font l'alternance dans la fusion-acquisition, entre autres, ou dans le private equity. Donc, on va voir une image un petit peu extérieure de professionnels qui ont aussi traité ces domaines. Alors, je fais une petite introduction très, très rapide, mais dans le détail. Je vais vous parler donc tout d'abord de nos trois invités que je tiens à remercier du temps consacré. Donc, mon premier invité est Lionel Drouin, qui a pour moi un parcours assez incroyable parce que quand même fait différents métiers. Et ça, c'est un bon exemple pour nos étudiants. Effectivement, l'idée de se dire, c'est que vous avez souvent, pour beaucoup d'entre vous, travaillé dans la banque, dans des fonds, salles de marché, chez les gestions de patrimoine, dans l'immobilier. Mais effectivement, une carrière, c'est long et on a la possibilité d'avoir des opportunités et des métiers différents. Il faut s'apprendre à s'adapter. Donc voilà, donc Lionel rentrera, j'irai rentrera dans le détail, mais il a été avocat, puis juriste d'entreprise, puis ensuite gérant d'une entreprise. Donc différents aspects sur sa carrière. Donc c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Alain Borne, certains d'entre vous connaissent puisqu'il a énormément participé à Financia et c'est un partenaire. Donc, Alain Borne n'a jamais été salarié. Hein, donc c'est un vrai chef d'entreprise de départ. Et puis, l'une de ses dernières créations a été, à peu plus d'une dizaine d'années, une société, je dirais, dans la finance, dans le private equity. Voilà, donc il pourra vous en parler. Donc, on peut aussi entreprendre dans la finance. On a certains étudiants qui sont en train de monter leurs entreprises, qui viennent de monter dans des domaines financiers, techniques. Donc, c'est aussi possible et on a la chance d'avoir 2 personnes avec une grande expérience du monde de la création des entreprises. Et je voulais vous en faire naturellement bénéficier. Et puis, notre troisième invité, bon, qui est un petit peu plus jeune que nous, c'est Romain. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Romain est un alumni de Financia. Donc, il a fait finance d'entreprise, voilà. Il nous racontera un petit peu le parcours, mais un très beau parcours puisque il a travaillé pendant quelques années avec Monsieur Dutartre, entre autres, que certains d'entre vous connaissent, qui est directeur de finance d'entreprise. Donc, quand il repère des bons candidats, des fois, il y a des opportunités qui se font. Hein. Donc, même les professeurs, on a beaucoup de professeurs professionnels, donc certains recrutent. Et Romain vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque effectivement, il a quitté son emploi pour se consacrer 100% à l'entreprise, au projet qu'il développe. Et Romain va participer à l'incubateur de Financia. Ça va être notre tout premier projet où on va essayer de l'aider. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cette réunion, pour vous parler un petit peu de l'incubateur qu'on sort, qui aura vocation à aider les étudiants, ceux qui ont été diplômés, avec deux vocations. Un peu à aider à avoir des locaux, des infrastructures, pouvoir faire des rendez-vous et autres, puisque souvent, l'immobilier dans une entreprise, c'est ce qui coûte cher. Et puis, le deuxième point, c'est pouvoir être accompagné un peu par des mentors, par des professionnels, des gens qui ont des expertises
Et donc, on devrait avoir une page Internet qui va être créée dans les jours qui viennent, où on a déjà fait une première sélection de mentors. Donc, vous en avez 2 ce soir avec Lionel et Alain, mais il y a d'autres mentors qui vont venir. Donc, pour les futurs chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise, on voulait que Financia soit un peu plus qu'une école et qu'elle puisse vous accompagner au long de votre vie et de vos différents projets. Donc, je suis très fier de pouvoir annoncer ce soir donc, le lancement de l'incubateur Financia, et puis d'avoir 2 mentors et Romain un incubé. Voilà un petit peu donc, pour la présentation de cette soirée. Et ce que je vais proposer, c'est que si chacun vous pouvez faire un petit tour de table, peut-être donner la parole à Lionel et nous raconter un peu, parce que ça intéresse énormément les étudiants, ton parcours. Voilà. Alors, ton parcours, on remonte à… Tu étais étudiant, qu'est-ce que tu as fait comme études et jusqu'à aujourd'hui? Alors, bonjour à tous et merci à Alfonso de l'invitation et bravo à tous les participants d'être intéressés par le sujet. Oui, alors mon parcours, donc moi j'ai fait des études de droit de manière assez classique à l'Université de Nantes, avec au passage une session Erasmus qui à l'époque, je précise, n'était pas du tout aussi, je dirais aussi, n'intéressait pas autant de personnes que maintenant, parce qu'on avait du mal à remplir les sessions. Donc, une année Erasmus à Cardiff, puis un diplôme de ESS, un diplôme d'avocat. Et puis, donc, j'ai démarré effectivement dans une carrière d'avocat en droit des affaires, de manière assez classique, à Paris, pendant 4-5 ans. Et puis, moi, j'avais un cursus assez internationaliste, donc j'ai voulu évoluer vers des fonctions plus internationales. Je ne trouvais pas en cabinet d'avocat. Donc, effectivement, j'ai décidé d'aller en entreprise. Donc, on était dans les années 95 à peu près. Et effectivement, c'était le grand boom des télécoms et des logiciels qu'on continue de voir maintenant sous d'autres formes avec les GAFA, etc. Mais enfin, au début, c'était AOL, c'était Liberty Surf, c'était des gens comme ça, etc. Donc, j'ai fait une carrière de juriste d'entreprise, responsable juridique, directeur juridique dans le domaine de l'IT. Donc, 2 petits points de précision. France Télécom, à l'époque de la privatisation et de la création de son réseau, on n'imagine pas la différence qu'il y avait à l'époque entre le France Télécom que j'ai connu et Orange maintenant. C'est sidérant l'évolution. Ils étaient en pleine expansion et la construction du réseau qui profite aujourd'hui à tous les abonnés Orange. Donc, c'était une époque d'expansion fabuleuse. Il y a une autre expérience que je voulais mentionner rapidement, c'est WorldCom. Donc, j'ai été juriste dans une société qui s'appelle WorldCom dans les années 2002-2005. Et je ne sais pas si les participants ont ça à l'esprit, mais dans cette année-là, il y a eu 2 scandales majeurs qui ont pulvérisé la finance mondiale et qui sont les scandales WorldCom et Enron. Donc, pour vous situer, WorldCom, c'était la plus grosse société, tous secteurs confondus, au monde. Donc, ce n'est pas la petite société. Il y a eu un scandale financier énorme. Enron, dans l'énergie, a suivi. Et ça a été à l'origine, donc pour Financia, c'est quand même intéressant de le relever, ça a été à l'origine des lois dites Sarbanes-Oxley, qui sont les lois qui ont séparé les missions de commissariat aux comptes et les fonctions de conseil, plus toute la réglementation bancaire qui est aujourd'hui applicable, qui a été bien sûr amplifiée, précisée. Mais donc, ça a été quelque chose de majeur dans la finance avec le scandale d'Arthur Andersen, vous vous souvenez, etc. Donc, expérience dans cette société-là. Une autre expérience dans une société de logiciels qui était ce qu'on appelle un spin-off de l'INRIA. Donc, INRIA, Institut de recherche en sciences françaises très connu, produit logiciel hyper technique, société qui s'appelait Ilog, qui était cotée au Nasdaq, une très belle pépite française qui a eu un beau succès d'estime, qui a eu une belle réussite quand même, mais qui a été par la suite absorbée par IBM. Et puis, au niveau de ma carrière de juriste d'entreprise, j'ai été chez Monaco Télécom, donc à Monaco, société qui a été rachetée par Xavier Niel il y a 2 ans et qui sert de laboratoire un petit peu de toutes les avancées technologiques que Xavier Niel veut faire en France. Donc voilà, ça c'est la carrière de juriste d'entreprise. Donc, un changement majeur, chef d'entreprise, donc ce qu'on appelait une ETI familiale, donc de 600 salariés, de plus de 40 millions de chiffres d'affaires, dans le domaine un peu à la croisée du monde industriel et du service. Donc, c'était la location de véhicules industriels avec et sans chauffeur,
avec 6 filiales en France uniquement et avec toutes les problématiques que vous pouvez imaginer en matière de droit social, en matière de management, puisque c'était un petit peu lié au monde du transport, avec des marges très compressées et au niveau des aspects financiers, un intérêt majeur à avoir un contrôle de gestion très puissant. Et donc, mon DAF avait une fonction très importante dans la société. Donc, pour les participants, c'était à la base un auditeur, un contrôleur de gestion qui est monté dans la société et qui a eu une fonction de DAF. Et je dirais qu'à la fin, il était mon bras droit, il assistait les filiales, les opérationnels. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Voilà, différentes expériences. Et je trouve que d'un point de vue d'expérience professionnelle, c'est intéressant de voir les choses sous des angles un petit peu différents. Merci beaucoup Lionel. Et ce que je retiens effectivement, l'expérience très intéressante, comme quoi on peut vraiment le contrôle de gestion. Bon, on sait tous quelles sont ses tâches, mais c'est vrai que quand une entreprise a de la croissance, ça grossit, ça devient un poste clé, un poste important, et on peut avoir des évolutions de carrière. Et surtout chez les PME ou les ETI, et j'incite nos étudiants, c'est vrai qu'il y a des grands groupes qui recrutent beaucoup de jeunes, qui sont bien formés, mais pas seulement. On peut faire de très très belles carrières chez des entreprises, je dirais, des ETI, des entreprises de taille moyenne, des entreprises familiales aussi. En France, on a un pays où on a beaucoup de groupes familiaux, et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que les performances sont généralement plus bonnes sur ce type d'entreprise. Donc, elles sont peut-être un peu moins connues que naturellement nos grosses valeurs du CAC 40. Néanmoins, je vous invite il y a un vrai bassin d'emploi et des possibilités d'évolution de carrière souvent plus rapides que dans les groupes. Donc, à ne pas le laisser de côté, il y a des belles opportunités dans nos PME françaises. Et ce que je propose, je vais donner donc la parole, faire la transition à Alain Borne, qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Et sans rien dévoiler, je sais qu'il est diplômé de Sup de Corinthe, qui maintenant est Néoma. Alors Alain, une fois que tu étais étudiant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous tout. Merci Alfonso. Je vais être bref comme tu me l'as demandé. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Parce que je suis en Suisse et c'est très orageux ici. Alors, il y a eu une petite coupure, effectivement, mais sinon, on t'entend bien quand ça ne coupe pas. D'accord. Donc, pour faire simple, en fait, avant de rentrer à l'école de commerce qu'indiquait Alfonso, moi, j'ai un parcours typique. Je voulais être moniteur d'équitation. Et j'avais fait des études agricoles. À l'issue de la fin de cette scolarité, j'avais 20 ans et je me suis dit, si je suis d'équitation, je vais mourir de faim parce qu'il n'y a pas de la possibilité, quand on n'a pas de patrimoine, de vivre dans une entreprise. Je me suis dit, il fallait que j'intègre une école de commerce pour apprendre un peu les bases de tout ce qui concernait le savoir-faire d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire aussi bien les problématiques de droit, de finance, de marketing, de gestion des ressources humaines, etc. Donc, j'ai réussi à intégrer l'école de Reims. Et en sortant, on peut dire, je suis arrivé à Paris, comme on dit, une main devant, une main derrière. J'ai des origines sociales assez modestes et je suis une vraie caricature de ce qu'on appelle un peu l'ascenseur social à la française. Je suis arrivé à Paris après avoir travaillé quelques mois au Nigeria avec l'équivalent d'aujourd'hui de 10 000 euros de capital. Je n'avais pas un euro de plus et à cette époque-là, personne ne prêtait d'argent. Il n'y avait pas de structure comme il y a aujourd'hui, de financement de start-up via les véhicules sur lesquels on pourra revenir. Donc, avec cet argent, j'avais deux filles qui étaient mes associées. On savait qu'on avait de quoi tenir 4 mois. Et on a créé une première société qui était une agence de marketing dans le but de rapidement faire autre chose. C'est-à-dire que l'idée de départ, c'était d'avoir une activité facilement exploitable
qui ne demandaient pas de trop de capitaux. Et assez rapidement, on va dire au bout de quelques années, on a créé une société qui organisait des salons professionnels, qui s'est extrêmement bien développée, puisqu'on a ouvert des bureaux et des filiales en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne. Et on a été repéré, après cette période de croissance forte, par un fonds de private equity qui s'appelle 3i, qui est une grosse structure anglaise. À l'époque, pour vous donner quelques chiffres, le private equity en France, c'était moins de 10 acteurs. Aujourd'hui, il y en a 400 qui font ce métier. 3i a été une structure qui a été une des premières dans le monde à faire du private equity. C'est une structure qui a été créée par la reine d'Angleterre pour reconstruire le tissu industriel anglais au lendemain de la dernière guerre mondiale. Donc 3i investit dans notre société. On continue à se développer et 4 ans après, on vend la société. Et là, ça a été un peu l'euphorie puisque j'avais 37 ans et je pouvais quasiment m'arrêter de travailler. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, grâce à ce succès et à l'arrivée de nouveaux acteurs dans le private equity, on peut dire que j'avais un carnet de chèques en blanc. On me finançait n'importe quel projet d'acquisition. Donc, j'ai créé un groupe dans l'industrie du tourisme qui est devenu en 18 mois, uniquement par acquisition, le 7e acteur français. On faisait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 18 mois. On avait 5 tours opérateurs, 14 hôtels et une participation quasi majoritaire dans une compagnie aérienne qui elle-même faisait 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a depuis disparu, qui s'appelle Air Méditerranée. Dans le tourisme, ça a été un échec total puisque après avoir failli introduire la société en bourse au moment de la bulle Internet, sur la base d'une valeur d'1,5 milliard de francs, c'est-à-dire à peu près 300-400 millions d'euros à valeur d'aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle le dégonflement de la bulle Internet. Donc, il y a eu l'année précédente, il y avait à peu près 150 sociétés qui pouvaient être introduites en bourse, qui ont été introduites en bourse. Et l'année où nous sommes présentés, il y a eu 0 introduction. C'était vraiment une fermeture totale du marché des introductions. Donc là, ça a été un premier comment dire, revers. 6 mois après, on a essayé de vendre la société. On a signé, c'est une anecdote, mais un contrat de vente avec un groupe canadien qui est le groupe Transat, qui est la compagnie canadienne Air Transat, qui a pas mal d'activités de tourisme en France, notamment avec des sociétés comme Voyageurs Air Transat, Look, enfin bon. Et on a signé le contrat de vente en juin et le 11 septembre, il restait des petites formalités entre ce qu'on appelle un signing et un closing, il y a toujours quelques mois d'écart. Il y a eu le 11 septembre et ils ont dénoncé la vente, sachant que c'était très compliqué pour nous de faire une exécution forcée de cette vente. Et je me suis retrouvé à devoir gérer une société qui avait failli être vendue à un prix très fort, à gérer une société en difficulté. Et j'ai failli être appelé à ce qu'on appelle en comblement de passif, puisque j'avais à peu près à l'époque 35 millions d'euros de dettes. Et ce qu'on appelle les affaires spéciales des banques ont essayé par tous les moyens, au lendemain de cette difficulté que connaissait le monde du tourisme, de récupérer au maximum leur argent. Donc, ce qu'on a négocié avec le pool bancaire, puisqu'on avait 5 banques, c'est qu'elles nous laissent la possibilité de vendre nos actifs au fil de l'eau pour pouvoir rembourser les banques, puis les sociétés qui faisaient de la dette mezzanine, puis les fonds de private equity. Et donc, pendant 3 ans, je me suis battu pour préserver la valeur des actifs, vendre ces actifs et rembourser et les banques, puis les fonds, puis les mezzaneurs, sans qu'il y ait aucune dette. Tout le monde a pu être remboursé. Il n'y a que moi et mes associés personnes physiques qui ont perdu l'argent dans cette affaire. Donc, ça a été la deuxième période entrepreneuriale de ma vie, qui là a été un échec. Et ensuite, bon, après un stage de décompression de quelques années où je faisais du conseil, puisque comme j'avais été pendant près de 20 ans à ce moment-là aux côtés de fonds de private equity, j'ai fait du conseil. J'avais des mandats de président de conseil de surveillance pour le compte de différents fonds de la place parisienne. Ça a duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai créé un fonds de private equity un peu particulier qui consiste à organiser des club deals, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des capitaux d'institutionnels, ce sont des capitaux de personnes fortunées
qui souscrivent au financement des entreprises qu'on sélectionne. Et ça nous mène à aujourd'hui. Donc, en gros, 3 grandes périodes, une qui a duré 15 ans, et une autre 10 ans, une autre 3 ans, et la dernière 10 ans, pour m'amener à aujourd'hui vivre entre l'Espagne, la Suisse et la France. Merci beaucoup, Alain, pour ce témoignage enrichissant. Donc, je vais donner la parole alors, avant de donner la parole à Romain, sachez que si vous avez des peut-être futurs entrepreneurs ou en tout cas chers étudiants intéressés par l'entrepreneuriat au sens général, que ce soit au niveau de la culture ou peut-être avec l'idée de monter une entreprise un jour, n'hésitez pas à écrire vos questions. Vous avez l'habitude, vous pouvez les noter donc converser, voilà, et on pourra au fur et à mesure, j'organiserai pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est une occasion en or, c'est rare d'avoir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des gens qui, vous avez pu le constater, ce parcours très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on sera très heureux d'y répondre, soyez pas timide. Alors, je vais passer la main à Romain. Alors, 2 choses. Alors, Romain, donc tu as fait Financia Business School. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours depuis que tu as été diplômé. Raconte-nous un peu quelle alternance tu as fait, entre autres, chez Financia. Quelle a été ton expérience après chez Financia? Et puis, parle-nous de ton projet, puisque c'est extrêmement concret. Explique-nous où tu en es. Je crois que tu as quitté l'entreprise pour monter ton projet. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça, Romain. Ça marche. Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Romain de Fondemière. Donc, je suis un ancien élève de Financia Business School depuis la promotion 2017. Alors, je vais parler un peu de ma promotion d'abord. Moi, il faut savoir que je suis arrivé la 2e année d'existence de Financia Business School en Master 1. Ça s'appelait Analyse de marché à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Où on n'était vraiment pas beaucoup en cours. Et du coup, ça nous a donné toute une panoplie finalement de cours et de cursus où on était vraiment très proche avec les professeurs, et de là en fait est née vraiment la vocation finance. Vraiment, je peux dire merci à Financia, merci à Alfonso pour ce qu'ils m'ont apporté, parce que sans eux, je serais absolument pas là aujourd'hui et j'aurais pas les mêmes connaissances ni la même expérience aujourd'hui pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je sais que je la dois à Alfonso, je sais que je la dois aussi à Financia, et je sais aussi que je la dois à Monsieur Borne. Et vous allez voir, c'est assez rigolo comme histoire, mais on va en parler après. Mais voilà, en tout cas, merci à Financia, merci à Alfonso de me donner cette opportunité aujourd'hui d'en parler de mon projet, de faire partie de l'incubateur de Financia et en fait d'en être un peu la vitrine. Donc voilà. Donc l'histoire débute en 2016 quand je m'inscris à Financia. Une première année où on est très proche des professeurs, une vocation qui naît. Ensuite, le M2, Financia Business School. Donc, je fais mon stage chez Financière Fonds Privé, donc qui est la dernière structure d'entrepreneuriat de Monsieur Borne, qui est là justement. Donc, j'étais en stage chez lui pendant 6 mois. Et ensuite, du coup, il m'a permis de continuer de faire mon Master 2 en alternance, toujours dans la même structure. Et c'est en fait de cette expérience-là qu'est né mon amour pour l'entrepreneuriat et cette vocation pour l'entrepreneuriat où voilà, on était plutôt du côté investisseur et dans ce cas-là, côté un peu financier. Et moi, j'ai toujours eu envie de passer de l'autre côté, de voir ce que ça faisait d'être porteur d'un projet et de mener à bien ce projet-là. Donc voilà, et j'ai fait ce qui est assez comique aussi, c'est que j'ai fait un mémoire entrepreneurial chez Financia. Je crois que j'étais le premier à le faire, dis-moi si je me trompe, Alfonso, mais je crois que j'étais le premier à faire le mémoire entrepreneurial chez Financia, dont mon tuteur était d'ailleurs Monsieur Borne à l'époque, et j'avais déjà eu ce projet-là il y a 5 ans. Le projet dans lequel je me lance aujourd'hui, je l'avais déjà eu il y a 5 ans et Monsieur Borne m'avait un peu refroidi à l'époque en me disant que j'étais pas prêt, que c'était pas encore assez mûr, que c'était pas encore assez réfléchi, etc. Du coup, j'y ai réfléchi pendant 5 ans et aujourd'hui, je me lance. Je me lance parce que je pense que c'est le bon moment. Mais voilà, donc une alternance dans le secteur du private equity qui a été extrêmement formatrice, extrêmement intéressante et enrichissante. Parce que j'ai pu rencontrer des gens de qualité, j'ai pu avoir pas mal de responsabilités finalement très vite et pas mal de responsabilités intéressantes sur tout ça. Donc voilà, c'est une expérience hyper enrichissante, Financia
extrêmement intéressante pour mon parcours aujourd'hui. Ensuite, après cette expérience, comme j'entretenais de très bonnes relations avec le directeur du Master 2 qui s'appelait Monsieur Dutartre et qui s'appelle toujours d'ailleurs Monsieur Dutartre et qui est toujours directeur du Master 2, j'ai pu travailler avec lui d'abord en CDD et ensuite en CDI jusqu'à maintenant. Voilà, ça s'est arrêté là en mars. Donc c'était pareil, c'était extrêmement formateur. Donc là, j'étais plutôt du côté commissaire aux comptes et conseil aux entreprises. Donc j'ai moi-même lancé en intrapreneuriat l'accompagnement aux startups, justement parce que c'était quelque chose et c'était un secteur qui m'intéressait beaucoup, moi les startups, la création d'entreprises, accompagner un porteur de projet, l'aider dans toute sa dynamique de croissance et de développement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a été permis de faire. En gros, j'ai toujours bénéficié d'une assez grande liberté finalement, même si ça a été assez court comme expérience. J'ai toujours bénéficié d'une grande liberté pour faire ce qui me plaisait et pour grandir dans le secteur qui m'intéressait le plus, donc l'entrepreneuriat. Du coup, depuis 3 mois, je me suis lancé dans ma structure qui s'appelle Findin. C'est une application mobile dans l'événementiel. Findin, en fait, c'est né justement en 2015. Lors de mon premier entretien d'admission à Financia Business School, juste après mon premier entretien d'admission de Business School, à Financia Business School, on va sur Paris avec mon meilleur ami et on cherche un bar à bière. Un bar à bière, on cherche ça sur Google, on dit qu'on va trouver un truc sympa et puis finalement on arrive sur le premier bistrot du coin. Pression Heineken, bon voilà, c'était clairement pas le type d'ambiance, le type de lieu qu'on cherchait. Et de ce constat, finalement, est née l'idée de Findin, de dire qu'on veut faire en sorte d'inventer une application mobile qui permette aux utilisateurs qui sortent de ne plus jamais être déçus lorsqu'ils organisent des événements ou lorsqu'ils veulent trouver un bar ou lorsqu'ils sortent. C'est de ne plus jamais être déçus. C'est un peu le leitmotiv de notre application aujourd'hui, donc à laquelle on va répondre à plusieurs problématiques. On a interrogé tout un panel d'utilisateurs il y a 4-5 mois en se disant, expliquez-nous vos problématiques, expliquez-nous en quoi on peut vous aider. Et nous, on va créer l'application qui va pouvoir justement répondre à toutes ces problématiques. On a identifié 5 problématiques aujourd'hui qui sont la multiplicité des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais très mono-ciblés. Il y a aussi un parcours client qui est un peu fastidieux, c'est-à-dire qu'on va se renseigner sur un lieu ou un événement sur un site, on va aller regarder les avis sur un autre, et puis on va s'y rendre par Google Maps, par Citymapper, etc. Donc, il y a un parcours client qui est un peu fastidieux. La troisième problématique, et sûrement la plus importante, c'était qu'en fait, on ne crée pas de lien avec le site ni l'application. Il n'y a pas de lien entre l'utilisateur et l'application. Il y a un contexte qui fait que l'utilisateur se connecte, fait sa recherche et puis repart. Mais c'est terminé, voilà. Il n'y a pas de lien. La quatrième problématique, c'est que il n'y a pas d'interaction en direct. C'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité aujourd'hui de voir vos événements, de voir vos lieux et de dire cette ambiance, elle me plaît, cette ambiance-là, elle ne me plaît pas, ou d'avoir des informations en direct. Et la cinquième problématique, c'était les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amis ou les utilisateurs, vous n'avez aucun lien, aucune interaction entre les utilisateurs d'un même site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez un lieu, vous cherchez un événement sur le même site, mais vous n'avez aucun moyen de contacter une autre personne qui fait cette même recherche. Donc, la solution qu'on a imaginée, ça s'appelle Findin, c'est de dire on va créer une communauté autour des événements et des sorties qui vont permettre à l'utilisateur de toujours se sentir impliqué et connecté avec les autres utilisateurs et les autres qui font partie de la communauté Findin. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir voir en direct ce qui se passe dans l'événement ou le lieu que vous voulez rejoindre. Vous allez pouvoir cliquer sur le lieu, regarder ce que les autres utilisateurs qui sont déjà présents dans le lieu ont posté en photo, en story, en vidéo. Vous allez pouvoir interagir avec eux, donc discuter avec eux directement. C'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui, il est 19h, on est jeudi, on est sur Paris, on est en période de déconfinement, les terrasses sont ouvertes, mais je peux vous dire que les places sont chères. Donc, comment vous allez savoir si tel ou tel bar est complet ou pas? Vous allez devoir vous déplacer, regarder et vous faire votre idée une fois sur place. L'idée, c'est que là, vous allez pouvoir anticiper ce besoin-là. Vous allez pouvoir poser vos questions aux utilisateurs qui sont déjà présents dans le lieu. Vous allez pouvoir leur demander si ce bar est complet. Vous allez pouvoir leur demander si vous pouvez emmener de la nourriture, s'ils servent de la nourriture, s'ils servent telle ou telle boisson. Donc, tout ça, c'est des informations qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir sur aucune autre application que sur Findin. La deuxième idée, c'est justement cette histoire de communauté. La communauté, ça va être primordial pour nous. Vous allez pouvoir partager du contenu, leur demander des informations, vous allez pouvoir interagir avec eux, vous allez pouvoir partager des événements, vous allez pouvoir créer des événements, vous allez pouvoir les partager à la communauté. Et ça, pareil, aucune autre application ne le propose.
Et vous allez pouvoir aussi être plus que jamais proche de vos amis. Vous allez pouvoir interagir avec vos amis, vous allez pouvoir les inviter à rejoindre vos événements, vous allez pouvoir rejoindre leurs événements, vous allez pouvoir créer des événements ensemble, vous allez pouvoir discuter in-app avec eux. Et vous allez surtout, on va vous proposer un large panel de sorties et pour référencer, enfin de référencement de sorties et d'événements. Vous allez pouvoir trouver aussi bien des lieux pour sortir en famille, pour sortir avec vos amis, pour sortir en couple, pour sortir tout seul. Donc voilà, Findin, c'est un peu tout ça, c'est la solution tout en un de vos événements et de vos sorties qui va, espérons-le, révolutionner notre manière à tous de sortir demain. Ah, alors Romain, j'avais une question. Donc on a compris, une application autour de l'événementiel. Donc demain, on pourra mieux sortir, hein, mieux cibler et appartenir à une communauté. Alors, d'un point de vue technique, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as créé déjà ta structure juridique? Si oui, tu peux nous expliquer laquelle, et si tu ne l'as pas encore fait, vers quel type de format tu vas prendre d'entreprise. Et puis raconte-moi un petit peu vraiment concrètement, qu'est-ce que tu as commencé à faire? Je sais qu'il y a une présentation que tu as déjà fait, que j'ai élaborée et qu'on est en train de travailler justement ensemble un petit peu pour la calibrer. Est-ce que tu as déjà les informaticiens? Tu as fait des devis? Voilà, concrètement, on crée sa structure. Qu'est-ce que tu as fait de manière très concrète? Ok. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on a commencé à se lancer il y a 6 mois en interrogeant tout un panel de personnes qui sortent ou qui sortent plus ou moins d'ailleurs pour justement identifier leurs problématiques et savoir si on répondait à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de lancer une application, mais si on répond à aucun besoin et qu'on n'a pas de marché, ça sert un peu à rien. Donc, step by step, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord interrogé les utilisateurs pour savoir s'il y avait un réel intérêt. De cette interrogation, on s'est dit, bingo, tout le monde est intéressé. On a eu 93% de retours positifs sur 500 utilisateurs. Donc, 93% de gens qui seraient prêts, non pas à être intéressés par l'application, mais à la télécharger. Donc, effectuer l'acte de téléchargement de l'application. Donc, on est parti de ce constat-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir mon directeur et je lui ai demandé une rupture conventionnelle demain pour pouvoir commencer à lancer ce projet entrepreneurial-là pour bénéficier du coup d'un revenu quand même qui est le chômage finalement, et qui permet, la France aujourd'hui permet ça, c'est-à-dire permet de bénéficier du chômage aujourd'hui pour lancer son entreprise. C'est aujourd'hui ce que je fais. Donc, depuis le 27 mars, je suis au chômage et je lance mon entreprise. Dans le même temps, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé moi-même le prototype de l'application. Donc, c'est un prototype GitLab et totalement designé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord, avant de faire appel à quoi que ce soit ou avant de créer ma structure juridique, j'ai d'abord demandé à un freelance de refaire le design avec moi, de refaire ce travail de design avec moi parce qu'il est très important. Aujourd'hui, si le design ne plaît pas ou si l'ergonomie n'est pas intuitif, l'application ne fonctionnera pas. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de communauté d'ailleurs, l'application ne fonctionnera pas. Donc, on avait besoin d'un design ergonomique et intuitif. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel d'abord à un freelance pour qu'il m'aide à faire ça. Ensuite, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a fait tous les devis. On a cadré un MVP pour qu'on puisse faire un POC début septembre. Donc, un POC, c'est un Proof of Concept avec un produit minimum viable pour qu'on puisse faire ça en septembre. Et dans le même temps, on va commencer à animer la communauté, donc créer la communauté d'utilisateurs Findin, de l'animer avec des quêtes qu'on va mettre en place, des quêtes de onboarding, des quêtes de création d'événements et de partage d'événements au sein de la communauté. On va mettre en place un Slack, on va mettre en place un calendrier partagé. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles on a réfléchi, on est en train de réfléchir justement pour créer la communauté. En fait, j'ai envie de dire que parfois, on en entrepreneuriat, dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu un touche-à-tout. C'est-à-dire qu'on va en même temps s'occuper du marketing, en même temps s'occuper de la technicité, en même temps s'occuper de l'opérationnel, en même temps s'occuper de la communication. En fait, on voit tout un tas de choses finalement qu'on n'aurait jamais pu voir dans le domaine, dans notre domaine de la finance, par exemple. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse et j'ai un peu envie de dire que c'est ça vraiment mon leitmotiv moi pour avancer dans la vie. Et du coup, alors Romain, il y a une petite question. Abdelhamzid, je crois que tu challenges un peu. Hein. Il y a une petite question. En gros, il te dit je vais au restaurant, mais quand je suis au restaurant, je n'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Hein. Bon, j'ai envie de profiter du moment. Qu'est-ce que tu réponds à cette objection en fait? Il n'y a pas de réponse finalement à cette objection parce qu'on a ciblé le genre de personnes qui ne partageraient pas dans notre application et en fait on va permettre justement à
catégoriser ces personnes. C'est-à-dire que moi, je comprends bien que quand on est au restaurant avec sa copine ou au restaurant avec des amis, etc., on n'a pas forcément envie d'être cloué à son téléphone. Il faut savoir qu'une grande partie de la population va quand même partager du contenu, notamment ses plats, etc. Et l'idée, c'est qu'ils le fassent directement sur notre application plutôt que sur une autre application. Donc, on sait très bien qu'il y a on a catégorisé des degrés de visibilité dans notre application qui vont permettre à l'utilisateur de rester tranquille, par exemple, s'il le souhaite, ou de partager du contenu s'il le souhaite aussi. L'idée, c'est qu'il sera récompensé pour ça. On a prévu un système de récompense que plus il interagit avec la communauté, plus il sera récompensé et plus il va pouvoir bénéficier de bons plans ou échanger ses points Alors, Romain, une autre question et qui intéresse tout le monde parce que souvent, lorsqu'ils font les mémoires, on fait des enquêtes, hein, lorsqu'on fait un petit peu de recherche, entre autres. Et donc, effectivement, Adrien demande comment tu as fait pour avoir tes 500 réponses à ton sondage parce que on sait que les gens sont pris. C'est pas évident d'avoir un type de sondage. Beaucoup d'étudiants me sollicitent d'ailleurs pour répondre à leur sondage. Et je remercie tous ceux qui s'impliquent et y répondent. Alors, comment tu as pu faire? Alors, elle est double cette réponse. Soit on paye, tout bêtement, SurveyMonkey ou d'autres plateformes le proposent. On paye sur la plateforme un type on cible les cibles de son sondage. Et puis, la plateforme nous permet de dire, bon, bah, pour 500 utilisateurs, c'est tant d'euros. Et puis, voilà, on a les réponses, elles sont ciblées, tout va bien. Par contre, ça coûte un peu cher. Donc, l'idée, si on ne veut pas payer, c'est, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé des utilisateurs dans mes contacts Facebook qui correspondaient un peu au panel de gens qu'on voulait interroger. Et puis, je leur ai demandé de partager avec ce même panel-là. Ensuite, je suis allé sur des forums spécialisés, par exemple des forums de sortie, on va sortir ou bruncher, des trucs comme ça, ou Google tout simplement. Et on a identifié des cibles qui, elles-mêmes, pourraient partager autour d'elles et des forums sur lesquels on pouvait partager le sondage. Super. Bon, bah, merci beaucoup. On pourra revenir et de toute façon, on pourrait laisser des commentaires à Romain sur son projet, son entreprise. Mais je me retourne vers Lionel. Alors Lionel, différents parcours, hein, avocat, juriste, c'est pas exactement la même chose. Et puis chef d'entreprise. Alors, un point qui m'intéresse, c'est que tu as été chef d'entreprise et donc tu as managé une entreprise et tu l'as amené jusqu'à une session qui a été réussie. Tu as aussi fait des sessions, des fusions d'acquisition du point de vue, je dirais, juridique, parce que tu es juriste. Tu as eu la chance de faire ça dans les entreprises que tu as évolué. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu comment toi, tu as perçu la différence entre le moment où tu étais salarié et le moment où tu as été chef d'entreprise. Comment tu l'as perçu? Quelles sont les différences importantes? Puis après, on parlera un petit peu de fusion-acquisition, entre autres. Non, mais c'est une vraie question pour les participants parce que ceux qui sont intéressés par être chef d'entreprise ou créer une start-up, il faut bien avoir à l'esprit que le monde du salariat et le monde du chef d'entreprise, et ce n'est pas l'un qui me contredira, j'espère, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, par exemple, parce que tu m'interroges sur mon expérience, en tant que juriste d'entreprise, on est ce qu'on appelle un expert. Donc, on a des clients internes, ce qu'on appelle des clients internes. Donc, on est en quelque sorte, même si moi j'avais des fonctions assez larges, mais peu importe, dans le schéma, dans le raisonnement, on est quand même un peu spécialisé. On est dans le juridique, Et on travaille, puisque dans une entreprise, on travaille tous de manière collective, avec tous les services, mais on est quand même relativement spécialisé. Maintenant, quand on devient chef d'entreprise, il faut se transformer complètement. Et comme le disait Romain, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, ça devient transverse. Le chef d'entreprise, il ne peut pas laisser les pans entiers de domaines sans les connaître, sans s'en occuper, sans les contrôler. Donc, vous devez vous occuper du marketing, du juridique, du financier, bien évidemment au premier chef, des questions d'assurance. Par exemple, moi, je ne connaissais pas ce monde-là. Dans le monde du transport, parce que mon activité était liée au monde du transport, les assurances, c'est quand même un élément majeur. Moi, béatement, je croyais que les assurances indemnisaient. L'assurance, on paye une indemnité indemnisée. Je me suis rendu compte que le contrat était un prétexte à ne pas assurer
Et quand je vois ce qui se passe, je fais une petite transmutation sur le Covid, là, le comportement d'AXA, par exemple, etc., qui cherche dans les contrats de ne pas indemniser les cafetiers, les restaurateurs, etc., sous des arguments que j'estime quand même un petit peu borderline. Ça m'a fait penser un peu à mon expérience où on a eu des gros pépins, des morts, des suicides sur la route, des accidents de voiture, etc., parce qu'il y avait beaucoup de véhicules, donc statistiquement, on avait, etc. Donc, vous êtes obligé de devenir pas un spécialiste, mais quand même d'avoir une grosse compétence. Et vous ne pouvez pas laisser des compétences comme ça en disant j'ai des gens qui vont s'en occuper, ça n'existe pas. Un chef d'entreprise doit être au courant de tout ce qui se passe dans sa boîte. Vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça. Vous devez effectivement, en harmonie, de manière collective, mais vous devez être compétent dans les sujets globaux de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir au moment de créer une start-up, par exemple. C'est de se dire, voilà, où sont mes points forts, où sont mes points faibles, et si j'ai des points faibles, eh bien, à ce moment-là, je fais des formations, je me forme progressivement, et à ce moment-là, je vais effectivement couvrir mes zones de risque, car très vite, les problèmes viennent de là où il y a une sorte de manque de compétences, et ça peut être problématique dans le monde de l'entreprise. Le deuxième élément pour les participants, qu'ils aient à l'esprit que moi, je l'ai rencontré évidemment très rapidement, c'est le chef d'entreprise, il est tenu à une obligation de résultat. Et c'est un paradigme qu'il faut intégrer. C'est ni bien ni mauvais, c'est comme ça. C'est complètement normal. Le chef d'entreprise, quand on est salarié, on fait ses meilleurs efforts et derrière, il y a une moulinette de la société qui passe et qui va reprendre ça, et puis ça va arriver au comité directeur, etc., etc. Donc, vous faites votre job, ça suffit. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, ça ne suffit pas. Vous devez avoir ce que j'appelle une obligation de résultat. Ça doit marcher. Vous ne pouvez pas laisser les choses dans le flou. Donc, c'est une autre exigence qui amène des satisfactions très hautes, mais qui amène un degré d'exigence très fort. Donc, il faut l'avoir à l'esprit, qu'il faut avoir vraiment une polycompétence et en même temps être très exigeant et surveiller tous les domaines d'activité de la société. Bon, super, merci. Alors, une petite question sur entre autres, fusion-acquisition. Qu'est-ce que tu as pu, pour toi, est-ce que c'est une opportunité, racheter une entreprise? Et sur les exemples que tu as vécus, en termes de culture, d'intégration, alors intégration humaine hein, avec des équipes différentes, une culture différente peut-être, avec des fois des technologies peut-être qui sont différentes. Est-ce que tu peux nous parler, sans donner les détails, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais un petit peu les expériences qu'il y a eu en fusion-acquisition et qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme qualité pour réussir une fusion-acquisition? Alors, deux petits exemples. J'espère que je n'écarte pas trop, mais dans l'idée commune, on se dit par exemple, c'est intéressant de racheter une société en redressement judiciaire. Donc, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Bon, il faut se méfier parce qu'on peut faire un mauvais calcul dans le sens où on se dit, la société va mal, moi j'arrive, je vais réduire les coûts, je vais faire ci, faire ça, etc. Ça va augmenter tout de suite la rentabilité financière. Mais on oublie le moyen long terme, bien évidemment. Alors, c'est peut-être des évidences que je dis, mais on a trop tendance à se figer sur le court terme. Je vais reprendre pas cher une société. Oui, mais si on la reprend pas cher, c'est que la société, elle a des difficultés. Donc, souvent, les jeunes se disent on va démarrer, on va reprendre une société en redressement judiciaire. C'est une très bonne idée, mais il faut repérer dans la société, je dirais, le joyau de la couronne, comme ont su le faire merveilleusement les Bolloré, les Arnaud, etc., qui rachetaient des affaires à la casse, mais qui avaient repéré la pépite. Et c'est là-dessus qu'on peut construire de long terme. Le simple gain, j'achète 250 000 euros une entreprise à la casse et moi, je fais mon business plan, ça ne suffit pas parce qu'il faut le marché, il faut… Voilà. Donc, et après, il y a un problème d'intégration des équipes qui ont trinqué. C'est difficile. Il faut amener toute une philosophie d'entreprise pour que les gens adhèrent. Il faut faire adhérer les gens, sinon les gens n'adhéreront pas au projet commun. Donc ça, c'est par rapport au redressement judiciaire. Après, sur les fusions-acquisitions, c'est un peu le même point. C'est-à-dire qu'il faut, et comme le disait Romain, c'est un peu la notion de marché. C'est-à-dire, reprendre une société, c'est bien, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette société? Il faut se poser tout de suite la question au moment où on achète. Alors,
les professionnels le voient très bien, etc. Mais quand on démarre, quand à titre individuel, c'est plus compliqué. On se dit qu'on va racheter une société, mais il faut bien voir, parce que j'ai des amis chefs d'entreprise qui ont racheté des sociétés, mais à chaque fois, ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu en penses, etc. Je lui dis, mais ne pense pas à la reprise. La reprise, elle se fait ou elle ne se fait pas. Tu l'achètes à un prix ou peu importe. Mais derrière, il va falloir faire progresser la société. Et là, quelle est ta plus-value? Donc pour moi, pour les jeunes qui nous écoutent, s'ils veulent reprendre ou créer une société, c'est quelle va être ma plus-value? Et cette plus-value s'apprécie bien évidemment par rapport à un marché, à des besoins concrets. Je lisais pas plus tard que ce matin des patrons américains qui disaient « Je préfère avoir un produit moyen et des très bons vendeurs que l'inverse, un produit exceptionnel, mais des vendeurs moyens. » C'est-à-dire que le produit, le marketing, le marché, et ce que je vais amener concrètement, c'est là l'essentiel pour faire une fusion-acquisition dans le projet. Après, je ne parle pas du process de fusion-acquisition. Il faut évidemment faire des due diligence, border tout ce qui est juridique, les garanties d'actifs, de passifs, ça, c'est connu. Mais je veux dire, sur la vision qu'il faut avoir, sur les fusions-acquisitions, et à titre personnel, quand j'étais à Monaco, Monaco voulait créer un groupe en Afrique et ils se sont heurtés un petit peu à cette notion de marché qui était difficile à cerner, etc. Donc, ça fait des investissements en millions d'euros, de dollars qui sont partis un peu en fumée parce qu'il avait été apprécié, peut-être pas tout à fait correctement, le marché pertinent, ce qu'on allait amener par rapport aux concurrents, etc. Donc, je pense qu'on se focalise trop sur la création ou l'acte d'achat, mais derrière, c'est la question derrière qui est la plus importante. Qu'est-ce qu'on amène? Et à titre personnel, quelle plus-value on va amener? Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Alfonso. Oui, c'est un peu ma vision quand même. Effectivement, non, merci beaucoup. Et puis, un point que je souligne, c'est qu'effectivement, j'aime beaucoup cette phrase où je préfère avoir un produit moyen, mais avec des super vendeurs. C'est qu'à un moment, je pense qu'on est chef d'entreprise, il y a la culture du résultat. Voilà, donc des fois, tout ne peut pas être parfait, mais l'important, c'est de finaliser un deal, de faire une vente, de faire du chiffre. Ça, ce sont des points qui semblent essentiels. Des fois, on oublie un petit peu nos targets. Et on essaie de se concentrer, surtout quand vous êtes jeune, sur la technique. Et puis, on oublie que le point important, c'est effectivement cette finalité de créer du chiffre. Une fois qu'on a du chiffre, on peut améliorer les choses, on peut changer les choses, mais c'est très important de bien valider qu'il y a un marché, en fait. Voilà, c'est ça ce que je retiens de ton expérience et qui me paraît vraiment, vraiment essentiel parce que des fois, on peut avoir des très bonnes idées, mais le marché n'est pas là. Voilà, et on peut avoir des super produits et le marché n'est pas là. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le meilleur produit qui gagne. Voilà, c'est celui qui se vend le mieux. Et ce n'est pas souvent le meilleur. Alors, j'ai passé la parole à Alain. Alors, Alain, tu es devenu un spécialiste, entrepreneur. On va s'intéresser à ta dernière activité, qui a un peu plus d'une dizaine d'années, le private equity. Donc, on l'a bien compris. On a eu le témoignage de quelqu'un qui est en train de créer son entreprise. Lionel, effectivement, expliquait un petit peu ce qui était aussi chez l'entreprise, mais aussi très intéressant. Redressement judiciaire, racheter à la barre, développer une entreprise, trouver un marché. Et j'aimerais un petit peu que tu nous donnes ton expérience du private equity parce que, comme tu as évoqué, à ton époque, lorsque tu as monté ta première entreprise, il n'y avait pas la BPI, il n'y avait pas Station F, il n'y avait pas les startups, je veux dire, Startup Nation, tout ça n'existait pas. Donc, il fallait un petit peu se démerder avec ses propres capitaux. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a 400 boutiques de private equity. Beaucoup de dossiers, on reçoit beaucoup de dossiers dans ces boutiques-là. Et donc, j'imagine qu'aujourd'hui, un petit peu la culture chez un jeune, lorsqu'il monte sa boîte, la première chose qu'il va faire, ce qui est peut-être une erreur avant de mettre son propre argent, c'est d'aller voir un leveur de fonds ou une société de private equity. Entre autres, en tout cas, on en parle beaucoup. On entend beaucoup, effectivement, de choses, je dirais, de choses dans la presse. Et c'est ce qui m'intéresse parce que pour les entrepreneurs, effectivement, ils peuvent se poser la question, est-ce que j'essaie de m'autofinancer tout seul? Est-ce que je vais voir une société de private equity? Qu'attend cette société de private equity? Alors, est-ce que, Alain, toi qui es un grand spécialiste de ça, tu peux nous faire un peu un focus du private equity sur le financement plutôt des jeunes entreprises? En fait, effectivement, la période actuelle est très différente de ce qu'on pouvait connaître il y a encore 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on était sur des critères pour financer une entreprise qui étaient liés
à la rentabilité de celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, comment dire, d'expérience de tout ce qui s'est passé depuis la création d'Internet, et on était sur des business models où les business plans étaient étudiés en fonction de la rentabilité que proposait chaque entreprise, et les fonds acceptaient de la financer ou pas en fonction de la rentabilité qui était présentée. Aujourd'hui, on assiste à, comment dire, un univers un petit peu différent et qui est compliqué pour des gens comme nous. Je vous donne quelques exemples. Il y a des sociétés qui font 0 chiffre d'affaires. La dernière en date que j'ai en tête, c'est une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle Zenly, qui a été créée par de jeunes entrepreneurs lyonnais, dont le but est d'identifier les amis qu'on a autour de soi, quel que soit le lieu où on est. Par exemple, on va voyager en Inde, le système va crawler via les réseaux sociaux et les différentes personnes que vous connaissez, et va vous indiquer, tiens, il y a Paul, Pierre et Jacques qui sont dans un rayon de moins de 20 km. Cette société a démarré avec un business model qui ne prévoyait pas de chiffre d'affaires, mais elle a quand même réussi, suite à un recrutement extrêmement fort du nombre de personnes qui téléchargeaient l'application, à lever d'abord 5 millions, puis 7, puis au total 20 millions. Et 2 ans après, cette société avait 20 millions de téléchargements. Ce type de croissance très forte en matière de téléchargement inquiète les grands acteurs de la place qui ne veulent absolument pas que demain, on puisse avoir un acteur qui ait 100, 200 millions d'utilisateurs dans le monde et qui pourrait leur faire concurrence. Et ça s'est vendu, alors qu'elle fait 0 chiffre d'affaires, 350 millions d'euros. C'est une société française dans laquelle il y avait un certain nombre de fonds qui étaient présents. Donc, aujourd'hui, vous avez effectivement 2 business models qui restent assez simples. Soit vous avez une entreprise qui prouve qu'elle est extrêmement rentable et vous allez facilement trouver des capitaux. Soit vous trouvez une entreprise qui est sur un autre univers, c'est-à-dire qui ne va pas forcément générer beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui a une croissance extrêmement forte du nombre d'utilisateurs et qui peut intéresser les grands acteurs du numérique. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, c'est compliqué. Et c'est un peu le problème qu'on a, nous, dans notre métier. Pour vous donner quelques chiffres financiers, notre société donc, qui s'appelle Financière Fonds Privés reçoit environ 400 dossiers par an, 400 voire 500 en ce moment. On en étudie sérieusement une cinquantaine et on va en financer 3 ou 4. Et malgré ça, on a quand même des échecs. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, on a plein de dossiers qui sont ni rentables, ni qui affichent une croissance très très forte du nombre d'utilisateurs et qui pourraient demain intéresser par son périmètre un acteur important. Et dans notre métier, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas des philanthropes et quelles que soient les personnes que vous allez contacter pour avoir des capitaux, ils vont toujours regarder quelle est la création de valeur possible, c'est-à-dire hormis ceux qui vous aiment beaucoup, c'est-à-dire la famille, ce qu'on appelle friends and family, qui peut, sur un coup de cœur, vous apporter un peu de capitaux. Tous les autres vont regarder votre dossier avec un prisme, qu'est-ce que je vais gagner en mettant de l'argent dans ce business? Et si vous n'avez pas la capacité de prouver que vous allez leur faire gagner de l'argent, ça va être compliqué. Et le paradoxe actuel, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de structures qui financent les entreprises. Il y a aussi bien les business angels, les sociétés de crowdfunding, les fonds de private equity, des acteurs publics comme la BPI. Mais en vérité, si je devais résumer, tous ces gens-là, et nous compris, on aime bien aller au secours du succès. Donc, il faut que vous réussissiez à prouver que ça marche pour avoir des financements et non pas demander des financements en espérant que demain, ça marche. Alors, après, il y a des champions du business plan. On arrive, entre guillemets, parfois à se faire avoir avec des gens qui sont très, très bons vendeurs et qui ont une expérience dans un secteur donné et qui nous expliquent que les métriques qu'ils nous présentent sont des métriques qui vont pouvoir permettre une croissance très forte et qui réussissent à obtenir des financements, mais c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, les acteurs du private equity, que ce soit en capital, ce qu'on appelle le seed money ou l'amorçage ou après les Series A, tout ce qui est un petit peu early stage,
c'est très, très, très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que le taux d'échec est fort. Et quand on regarde les statistiques des associations professionnelles du capital risque, en France en tout cas, tous ceux qui font du capital risque aujourd'hui ont ce qu'on appelle des TRI, c'est-à-dire un taux de rendement très, très faible. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs se désengagent du capital risque. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. D'abord parce qu'ils ont un marché financier extrêmement dynamique qui leur permet, dans certains cas, de faire x100 la mise. Ils mettent 10 millions sur un dossier, ils multiplient par 100. Parce que quand ça marche, ça se valorise tout de suite très, très fort sur le marché financier type Nasdaq ou autre. Donc là-bas, ils sont beaucoup plus joueurs, les capitaux sont beaucoup plus importants et il est fréquent que quand une société a prouvé son succès, on l'a vu ces derniers temps avec des acteurs comme Uber ou autres, qu'on accepte des pertes en centaines de millions d'euros parce qu'on sait qu'il faut conquérir un marché mondial. Mais ça, vous ne le connaissez qu'aux États-Unis. En France, il ne faut pas rêver si vous avez créé une petite start-up, sauf à prouver encore une fois que votre société est une véritable pépite, ça reste compliqué de trouver de l'argent. Merci beaucoup Alain pour ce témoignage. On arrive à la fin, il est 19h30, donc on a du temps qui nous est accordé. Je voulais remercier tous les participants qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et vous avez la chance d'avoir découvert, nos deux premiers mentors, donc Lionel et Alain. Donc n'hésitez pas. C'est pas une femme, mais c'est qu'un début. Alors, ce que je propose, c'est que avant de se quitter, il y a une question qui vient d'arriver. On va découvrir cette question, et puis ensuite on va se quitter. Je commence à avoir un peu faim. Alors, donc c'est Bastien Nardi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Bastien est monégasque, donc ça a peut-être des souvenirs à Lionel. Voilà. Alors, quand on veut entreprendre, on commence par où? Quelles sont les grandes étapes pour entreprendre? Rédaction d'un business plan, on pose un brevet sur l'idée, recherche d'investisseurs, constitution d'une équipe. Alors, qui veut répondre à cette question? En gros, quelles sont les grandes étapes pour entreprendre? Bon, je peux répondre parce que toutes les entreprises pratiquement que j'ai évoquées sont les sociétés que j'ai créées. Il n'y a pas une hiérarchie, il faut faire un peu tout ça en même temps. Tout ce qui est évoqué, il faut faire tout ça en même temps. La chose qui est vraie, c'est qu'il ne faut pas hésiter à surfinancer. Donc, il faut malheureusement, et je ne veux pas dire que c'est un sport de riche, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie barrière d'entrée en la matière. Créer une entreprise avec 10 000 euros, c'est compliqué aujourd'hui. Je pense que tout est cher. Donc, il faut s'assurer que le financement dont on dispose au départ va nous donner suffisamment de temps pour vivre, pour permettre à l'entreprise d'atteindre son point mort. Ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit et qui n'est pas le plus facile à résoudre. Et ce qui a été évoqué dans cette réunion, c'est vrai qu'un des facteurs clés de réussite d'une entreprise, c'est la capacité du dirigeant à vendre. Il y a des cas un peu exceptionnels d'ingénieurs qui ne sont pas très, très bons et qui ont réussi à avoir de véritables success stories. Mais très souvent, en vérité, comme on le disait, un produit moyen qui est bien vendu a plus de chances de succès qu'un très, très bon produit mal vendu. Mais ça, c'est anecdotique. Mais il faut malheureusement tout faire en même temps. C'est-à-dire aussi bien les aspects juridiques que les aspects financiers, que les aspects démarrage, trouver des locaux, déposer la marque, ouvrir un compte en banque, prendre un avocat pour créer toute la structure juridique. Tout ça, il faut le faire en même temps. Et puis avoir surtout suffisamment de capitaux pour se dire si mon point mort, si je commence à couvrir mes charges au bout de 6 mois, avoir au moins suffisamment de capitaux pour tenir 6 mois, sans quoi c'est un coup d'épée dans l'eau. Bon, merci beaucoup Alain. Je pense que Bastien, tu as eu ta réponse. Et puis souvent, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on fait beaucoup de choses. Il faut tout faire en même temps. Et c'est ça souvent la difficulté. Bien s'entourer, tout faire en même temps, avoir des connaissances. On n'est pas obligé d'être un expert dans tous les domaines, mais si on n'est pas, en tout cas, il faut bien recruter.
hein, et ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine discussion, le recrutement, qui est vraiment toujours une énigme assez complexe où il faut être assez humble. Merci à Lionel, Alain, Romain de nous avoir accordé ce temps. Merci à tous les candidats. Un dernier mot, Alfonso, si tu me permets. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent créer une entreprise, il faut absolument essayer de le faire parce que, par expérience, vous trouverez toujours plus de raisons de ne pas le faire que de le faire et vous trouverez toujours que des personnes qui vous dissuadent de le faire. Souvent, d'abord parce qu'elles-mêmes n'ont pas eu le courage de le faire. C'est un moyen de se dire, ben, tiens, finalement, si moi, je ne l'ai pas fait, tu penses bien que toi, tu ne vas pas y arriver. Donc, n'écoutez pas trop votre environnement. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est le plus beau métier du monde quand ça marche, mais c'est le pire quand ça ne marche pas. Donc, il faut une très, très grande résistance au stress. Si vous vous embarquez dans cette affaire en étant un peu fragile, il vaut mieux pas le faire. Mais c'est vraiment pour moi, peut-être, on parle beaucoup de qualité de généraliste, de spécialiste, d'expert. Pour moi, la principale qualité, c'est la résistance au stress. Alfonso sait de quoi je parle. Il est aussi passé par là. Et ça reste vrai. Mais si vous en avez envie, faites-le. C'est vraiment quelque chose de formidable. Quand ça marche, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Alain. Je crois que c'est un grand conseil. C'est vrai que, surtout quand on est jeune, hein, vous savez, même en France, on n'aime pas trop l'échec. Mais dans les pays anglo-saxons, souvent, les gens aiment bien investir chez des gens qui ont eu des échecs. Pourquoi? Parce que dans un échec, vous pouvez apprendre. Et puis finalement, monter son entreprise, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave parce que je pense que vous pouvez acquérir énormément de connaissances, énormément d'expérience. Et donc, ça peut être un plus pour le lendemain. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et puis finalement, un échec, ça ne coûte pas si cher, je dirais, que ça. On peut voir des fois se former dans une école, ça peut coûter très cher ou de plus en plus. C'est moins le cas chez Financière, mais dans d'autres écoles, c'est très cher. Et donc, pour moi, monter son entreprise, ça peut être comme une année de formation aussi, ou en tout cas, on apprend énormément. Et on vous invite à y aller. Et mieux que ça, c'est qu'on vous accompagne et on vous conseille, on vous donne nos expériences pour développer vos entreprises. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie de monter des projets, j'ai déjà écouté pas mal d'étudiants et autres et de projets, d'autres avancent, mais maintenant se structure. On est plusieurs, on a des experts dans ces domaines, donc on sera très heureux de vous accompagner. Et puis, on aura sûrement quelques pépites qui vont réussir dans les années à venir et on sera très heureux. Voilà. Merci à tous hein, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, François. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.